Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui je suis en présence de Bertie pour une occasion assez spéciale parce qu'aujourd'hui on est le 8 mars et qui dit 8 mars dit Journée internationale des droits des femmes. Évidemment, les femmes, elles n'ont pas besoin d'un jour particulier pour être célébrées, mais ce 8 mars met en lumière les combats menés au cours des dernières décennies et des derniers siècles même. Ce sont des combats qui sont malheureusement toujours d'actualité. On pourra bien sûr pas parler de toutes les dates importantes, tellement il y en a, mais on peut revenir sur quelques événements majeurs qui ont particulièrement marqué les décennies. Bertie, est-ce que pour toi, les droits des femmes ont 100% acquis partout dans le monde, ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Est-ce que finalement on est sur une bonne lancée? Alors c'est une bonne question. J'aimerais dire qu'on est sur la bonne voie, sur une bonne lancée, mais ça dépend vraiment des pays et je pense notamment aux États-Unis qui est censé être la première puissance mondiale, un pays surdéveloppé, les États-Unis que l'on connaît tous, mais on peut voir ces derniers temps qu'ils régressent quand même pas mal sur ce sujet et pas que d'ailleurs. C'est vrai que depuis la décision de la Cour suprême de ne plus protéger le droit à l'IVG au niveau national, l'accès aux interruptions volontaires de grossesse est devenu illégal ou fortement restreint dans une vingtaine d'États. Le 24 juin 2022 est donc une date marquée au fer rouge pour ce pays. Et je pense notamment à un documentaire que j'ai regardé il y a 2 semaines qui expliquait comment les femmes présentes dans les États où l'IVG est devenu illégal, comment est-ce qu'elles font pour quand même avoir recours à l'IVG. On peut voir à quel point c'est dangereux parce que pour la plupart, elles font appel à des associations de femmes mexicaines, puisqu'au Mexique c'est pareil, ça a été un droit durement acquis, et depuis très peu d'ailleurs. Des associations de femmes mexicaines se sont formées pour aider d'autres femmes à avorter illégalement avec des pilules avortives. Et les Américaines font appel à ces associations-là, alors via WhatsApp. Elles envoient des messages, elles les appellent pour expliquer dans quel état elles sont, et puis quand est-ce qu'elles sont enceintes, pour leur expliquer qu'elles veulent avorter. Alors ces femmes mexicaines font appel à des passeurs et font donc passer aux États-Unis de façon absolument illégale des pilules avortives pour aider ces femmes américaines à pouvoir avorter dans l'illégalité et dans la discrétion la plus totale. Ok, je savais pas, parce que je me posais la question, je me demandais pourquoi les Américaines qui vivent dans les États où c'est pas autorisé d'avorter, pourquoi elles changeaient pas juste d'État finalement pour avorter. C'est pas aussi simple que ça. Moi, je pensais pareil. Et en me renseignant, c'est vrai que j'ai appris que si une femme américaine d'un État dans lequel l'IVG est interdit décide d'aller dans un État dans lequel c'est autorisé, puis de revenir chez elle, si l'État dans lequel elle habite apprend qu'elle est partie avorter dans un autre État, elle peut avoir de gros problèmes en rentrant chez elle, elle peut encourir des peines d'emprisonnement. D'accord, mais c'est fou parce que c'est pas justement les Américains qui sont un peu à l'origine en fait de cette journée internationale? Alors oui, c'est en fait les Nations Unies qui ont officialisé la journée du 8 mars en 1977. Et cette journée est à l'origine de l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations des femmes au début du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Parce que oui, effectivement, il s'est passé pas mal de choses en Europe, notamment en France. Est-ce que, pour commencer, pour parler de la France, est-ce que tu connais Madame de Gouges? Non, ça me dit rien. Madame de Gouges, de son vrai nom, enfin de son nom complet, Olympe de Gouges, est une pionnière du féminisme français qui, en septembre 1791, donc au XVIIIe siècle, a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et en fait, c'est une réécriture du texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on connaît tous et toutes. Et du coup, avec ce texte, elle démontrait en fait ouvertement que les femmes ont les mêmes droits que les hommes et devraient avoir les mêmes droits que les hommes. Et il faut savoir qu'à cette époque, les femmes ne pouvaient pas écrire de textes et encore moins les publier sans l'accord de leur mari. Et donc Olympe de Gouges à l'époque était mariée de force avec un homme qui a fini par décéder, donc elle était veuve. Et elle a fait le choix de ne pas se remarier pour justement avoir la liberté de publier ses écrits qui étaient essentiellement sur des sujets en faveur des femmes ou encore de l'esclavage.
Ok, et Go Girl. Du coup, est-ce qu'on peut la considérer comme une des premières féministes françaises ? Oui, carrément, on peut complètement dire ça. C'était une avant-gardiste parce que suite à sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, on a pu remarquer des évolutions flagrantes pour les femmes. Et notamment dans le milieu scolaire, puisque en 1836, c'est l'enseignement primaire public pour les filles qui est autorisé, suivi de la création des collèges pour les filles en 1880 et de la création du bac féminin en 1919. On peut donc voir que l'enseignement pour les femmes devient de plus en plus accessible. Oui, il devient carrément de plus en plus accessible, même si à l'époque, du coup, quand l'enseignement primaire public a été créé, en fait, on formait surtout les jeunes femmes à devenir des épouses et des mères chrétiennes. Et quand les collèges des filles ont été créés, on leur enseignait pas les matières dites nobles comme le latin, le grec, la philosophie. Etc. À savoir aussi que les programmes scolaires se sont uniformisés en 1924, qui signifie que du bac féminin créé en 1919, on passe à un bac pour tous, si je puis dire, en 1924, sans genre, sans rien. Tout le monde est de nouveau ensemble. D'ailleurs, en 1938, les femmes ont enfin le droit de s'inscrire à l'université sans l'accord de leur mari, ce qui est une nouvelle ouverture sur le milieu, une nouvelle réussite. Et du coup, peu de temps après ces dates-là, c'est en 1944 que les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Yes! Et il était temps, puisque les femmes françaises ont eu ce droit assez tardivement par rapport aux autres pays. Je pense notamment aux Finlandaises, qui ont été les premières à acquérir ce droit, c'est les premières dans le monde entier. Elles ont eu le droit de vote en 1907, suivies de peu par les Norvégiennes, qui l'ont eu, elles, en 1913. Donc quand on compare avec les Françaises qui ont eu le droit de vote en 1944, on voit à quel point il était temps. Ça fait un sacré écart, effectivement. C'est après plus de 150 ans de mobilisation civique que les Françaises ont enfin l'opportunité de se présenter dans les bureaux de vote, notamment grâce à toutes les actions menées par les suffragettes. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler qui sont les suffragettes ? Bien sûr, les suffragettes, c'est les militantes de l'Union politique et sociale des femmes. C'est une organisation qui a été créée en 1903 pour revendiquer le droit de vote des femmes au Royaume-Uni. À la suite de ça, en 1965, les femmes en France obtiennent le droit de travailler et d'ouvrir un compte bancaire personnel sans l'accord de leur mari. Alléluia. D'ailleurs, c'est à partir des années 60 que les choses s'accélèrent, puisqu'elles obtiennent ce droit en 1965. Mais en 1967, c'est la légalisation de la contraception qui leur est autorisée. Et c'est un grand pas pour les femmes, puisque pour moi, c'est la liberté de disposer de leur corps et de tout ce qui va avec, qui découle de ce droit finalement. Donc c'est quand même une grosse avancée presque impensable. En plus de ce droit à la contraception, les femmes ont durement acquis, après des décennies de combats, le droit à l'avortement. Il est légalisé en 1975 grâce à la grande Madame Simone Veil, je pense qu'on n'a plus besoin de la présenter, qui fait passer une loi portant son nom, donc la loi Veil. D'ailleurs, le vendredi 8 mars 2024, le projet de loi constitutionnel relatif à l'IVG dans la Constitution. Un petit clin d'œil, je pense, à cette journée dédiée aux femmes et à leurs droits. Je trouve que c'est un joli clin d'œil qui leur est fait de pouvoir enfin leur accorder dans la Constitution ce droit fondamental qu'est l'IVG. Et en parlant du XXIe siècle, preuve que le combat des femmes n'est pas fini, des lois continuent de passer en leur faveur. Par exemple, en 2006, c'est la loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui passent. On peut voir un progrès sur le rapport au corps aussi, puisqu'en 2020, c'est la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 26 ans qui est déclarée, suivie au droit fondamental à la PMA, donc la procréation médicalement assistée, pour toutes les femmes, qui est enfin autorisée. Donc c'est un droit qui est maintenant ouvert à toutes les femmes de tout horizon. En conclusion, il y a beaucoup de combats qui sont encore à mener à bien, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Alors, il y a une citation que j'aime bien qui dit que derrière chaque grand homme se trouve une femme. Et j'aime beaucoup cette citation parce que elle montre que les femmes sont tout autant capables que les hommes, qu'elles sont capables de faire de grandes choses aussi. Et que mine de rien, on ait de bons conseils, nous les femmes. Que c'est vrai que ça a été prouvé à plusieurs reprises. Plusieurs hommes dans l'histoire ont été conseillés fidèlement par des femmes. Je pense notamment à l'abbé Pierre qui avait une grande femme à ses côtés et qui était très décisionnaire, grâce à qui des décisions ont pu être, des bonnes décisions ont pu être prises. Donc nous sommes utiles, mesdames. Eh bien, exactement, et c'est sur ces belles paroles qu'on vous rappelle que vous êtes incroyables. Incroyable.
Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnelle, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre